ce type d'enquête. Je me demandais si c'était facilement généralisable. Si on pouvait penser une généralisation de ce type de dispositif, vu toute l'énergie que ça demande déjà au niveau d'un projet. Ça, c'est la question à Marie. Philippe, j'ai l'impression que tu nous as présenté un paysage assez paradoxal, où en fait, les travaux que tu as présentés remettent un peu en cause l'optimisme qu'on a pour l'éradication du VIH, vu que tu nous dis en même temps que la majorité des enfants qui devraient être pris en charge ne le sont pas. Et à partir de l'enquête Sénégal, tu nous dis même ceux qui sont pris en charge, 50% au moins un virus détectable, mais ça ne fonctionne pas. Et développent des résistances. Donc en gros, on a en même temps parti sur une stratégie d'éradication. Et si on considère que les enfants sont un peu le socle du sida de demain, j'ai l'impression que tu nous as décrit un système qui peut s'effondrer doucement à partir de la marginalisation ou du peu d'efforts qu'on fait pour la bonne prise en charge des enfants. Maxime, tu as présenté le partage de l'information au sein du couple en mettant en exergue la place du père. Nous parlons beaucoup des mères. Je voulais savoir quelle est l'attitude finalement des pères quand ils sont sollicités pour le dépistage. Merci. Économiser du temps pour la communauté, parce qu'en fait, je vais faire un commentaire qui n'appelle pas de réponse et une question courte. Le commentaire, c'est juste de dire qu'il y a plusieurs niveaux où on peut observer une sorte d'invisibilisation des enfants, ou en tout cas de jeu sur les chiffres. Il faut voir comment sont calculés les taux de transmission de la mère à l'enfant au niveau d'un pays. Par exemple, le taux de transmission peut être calculé à partir des données disponibles. Les données disponibles sont les dossiers des enfants documentés, donc par définition, c'est les mieux suivis. Et on voit comment on extrapole les données de l'incidence de la transmission mère-enfant obtenue sur les dossiers des enfants les mieux suivis à la situation d'un pays. Comme ça, on arrive à moins de 5%, ce qui est, à mon avis, une façon de masquer la réalité. Donc là-dessus, sur les chiffres, il serait intéressant d'avoir une étude multi-située sur l'éradication à différents niveaux de la construction des chiffres. Et ça, c'est juste un commentaire. Alors, mes questions, elles sont pour Maxime. Dans une hypothèse qui serait que dans la population en général, la vision du sida a peu évolué et le sida est toujours moralisé, on voit que les propos des personnes qui sont réticentes à faire pratiquer le test de leur enfant renvoient à cette vision du VIH moral. La question, c'est de quand datent les données? Et un petit commentaire, même si le dernier tableau, d'abord bravo pour l'effort de théorisation, le dernier tableau, il y aurait des choses à dire parce que c'est pas forcément bien de considérer une dimension relationnelle comme un environnement. Mais par contre, ce qu'on peut au moins dire, ce qu'apporte l'étude, c'est qu'il y avait déjà un modèle pour concevoir la relation en pédiatrie qu'il a présenté comme un contrat tripartite entre le soignant, les parents et l'enfant. Et au moins, on peut dire que c'est une relation quadripartite entre, non pas les parents à une seule unité, mais le père et la mère. Et une avancée de cette étude, c'est bien d'avoir essayé de décortiquer qu'est-ce qu'il y a dans cette notion de parent. Sur le point qui a été soulevé tout à l'heure, par rapport au dernier tableau qui a été présenté, en fait 4 variables: environnement social, environnement conjugal, les parents de l'enfant et les personnes soignantes. Moi, je voudrais savoir quelle différence il y a entre l'environnement conjugal et les parents de l'enfant. Il y a quoi comme différence? Ces directions ne sont pas les mêmes. Et oui, l'autre question aussi, c'est que vous nous avez dit que les femmes refusent de faire le test. Comment on parvient à savoir, celles qui ont refusé, comment on parvient à savoir finalement qu'est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il n'y a pas une question éthique là-dedans? Le test a été fait finalement à l'heure reçue.
Et aussi par rapport au couple, aux parents de l'enfant, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les représentations que ces femmes se font de la maladie. Mais c'est facile à savoir. Mais aussi, au-delà des représentations qui peuvent se faire, au-delà des représentations qui peuvent se faire de la maladie, est-ce que les parents de l'enfant, est-ce que c'est toujours deux parents? Est-ce qu'on n'avait pas remarqué, par exemple, qu'il y a des mères seules qui décident d'avoir des enfants, qui n'ont pas la couverture conjugale habituelle dont on pourrait s'attendre? Des mères célibataires, par exemple, ou des veuves. Mademoiselle ministre de la Fondation Elisabeth de Paris. Alors, la question de l'adolescence est un domaine assez délicat. J'avoue que je reste toujours sur le qui-vive, parce que c'est un domaine qui est assez surpassé. La présentation de Dr. Philippe, je n'arrive pas à prononcer le nom, voilà. Donc, nous avons montré que c'est un domaine assez délicat. Mais de façon concrète, qu'est-ce qu'on fait pour les adolescents? C'est un domaine assez délicat pour eux. C'est une étape où il découvre son corps, il apprend de nouvelles choses et il est assez informé sur le VIH-Sida, contrairement à ce qu'on pense. Parce que sur le plan médiatique, il voit des choses. Sur l'Internet, il est informé. Il sait ce qu'il sait, ce que c'est que le VIH-Sida. Maintenant qu'il découvre que c'est une maladie qui lui est attribuée, c'est assez délicat. Donc, il y a tout un processus qu'il faut mettre en place pour l'enseigner, pour l'orienter, pour le préparer, pour le disposer des groupes de parole, entre ce travail que nous faisons. Et ensuite, lui annoncer. Le problème, c'est au niveau des parents. Comment annoncer? Et nous avons le système des conseillers communautaires, l'aspect communautaire qui intervient pour l'annonce des enfants. Mais en réalité, quand on annonce, comment est-ce qu'on fait pour le suivre? Quelles sont les stratégies concrètes pour l'accompagner, pour le suivre? Pour qu'il suive son traitement et qu'il ensuite puisse être responsable de son statut. Ça, j'avoue que dans toutes les actions de lutte contre le VIH-Sida, c'est un domaine qui n'est pas encore vraiment développé et on passe là-dessus alors que c'est assez délicat. Et si on ne suit pas ces gestions, surtout en Côte d'Ivoire, dans peu de temps, nous n'aurons pas ces différents responsables dont on a besoin pour le développement du pays. Et ça, j'ai besoin vraiment de réponses assez précises, concrètes, des stratégies qu'il faut pour nos adolescents. Merci. En fait, je demande un peu d'éclaircissement et la question s'adresse à Marie. Tout à l'heure, elle a parlé du fait que les enfants ont une perception positive de l'information. En disant une perception positive, je ne peux pas savoir complètement ce que vous voulez dire par perception positive. Donc, si vous pouvez m'éclairer un peu sur ce que vous qualifiez de perception positive. C'est tout. Merci. Tiens, ils ont une bonne attitude. Quand je dis bonne attitude, c'est que ils sont pour le dépistage de leur enfant, ou quand ils ne comprennent pas, ils veulent mieux comprendre. Et les hôpitaux, les formations sanitaires que j'ai fréquentées sont rodées de telle sorte qu'on les renvoie aux personnes indiquées pour leur faire comprendre le message. Voilà. Mais au sorti de là, comme je le disais dans ma présentation, ils comprennent aussi que dans le processus de transmission de l'infection à l'enfant, la mère se trouve être centrale dans cette transmission-là. Donc une fois, ce n'est pas des choses qu'on a vérifiées effectivement par enquête quand ils se retrouvent au-delà des formations sanitaires. Mais le retour qu'on avait par les mères qui avaient l'habitude de revenir, c'est ce que j'ai décrit. Et quand ça coince, quand en fait elles se trouvent être confrontées à ce qu'on pourrait dire à la longue dislocation ou fragmentation de leur famille, donc elles procèdent par stratégie que j'ai dû montrer. Sinon, ils ont de bonnes attitudes, ils ont vraiment de bonnes attitudes. Pour cette étude Péditest en tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés ont vraiment montré une bonne attitude vis-à-vis du dépistage.
revenant à Alice, je crois que c'est une seule question. L'autre intervention était juste un commentaire. Mes données, en fait, datent de 2009 à 2010. Voilà. J'ai fait le terrain de 2009 à 2010. Mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est des données qui sont encore d'actualité, et puisque la question du dépistage précoce pédiatrique chez l'enfant reste entièrement explorable. S'il vous plaît, vous pouvez me rappeler votre nom? Larissa, voilà. Larissa, en fait, quand j'ai dit parents, environnement, avec ce modèle théorique, les parents sont vraiment différents de l'environnement conjugal. Parce que dans l'environnement conjugal, dans parents, je mets les perceptions et puis tous les mots de connaissance. Mais dans l'environnement conjugal, je mets le fait qu'un des parents ait été exposé au dépistage. Et que chacun d'eux, si c'est les deux qui ont été exposés au dépistage, que ces deux-là aient eu au moins leur résultat. C'est ces éléments en fait qui permettent un cadre d'échange réel du dépistage pour l'enfant ou pour eux-mêmes, si jamais il y a un qui ne l'a pas fait. Mais quand ça, c'est pas fait, c'est difficile pour la mère qui reçoit l'information de dépistage de l'enfant à pouvoir le faire passer à l'époux, puisqu'il n'y a pas de cadre existant d'échange sur tous les sujets et particulièrement sur la question du VIH. Donc c'est difficile pour elles et c'est des choses qu'elles ont dû mentionner pendant cette enquête. Elle a posé une seconde question. Donc est-ce qu'il y a eu des mères célibataires ou veuves? En tout cas, je n'ai pas eu de mère veuve. Mais des mères célibataires, il y en a eu. Mais dans tous les cas, pour le dépistage des enfants de ces mères célibataires, il fallait forcément l'avis favorable du père. Donc, on ne pouvait pas dépister, même célibataire, on ne pouvait pas faire dépister son enfant tant que le père ne donnait pas son accord. Sur le test à l'insu. Il y a des gens qui dépistent à l'insu, non? Des gens dépistés à l'insu? Non, 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 non. Il n'y a pas eu de dépistage à l'insu de quiconque. En fait, on les recevait. Si vous voulez, il y a des conseillers qui sont spécialisés à cela, qui reçoivent toutes les mères dans un hall à qui elles parlent de la proposition du dépistage. Mais en même temps en signifiant que pour arriver au dépistage de l'enfant, il faut passer par leur dépistage propre. Et là, elles sont d'accord, elles signent le consentement et elles se font dépister. Et quand elles ne le veulent pas pour elles-mêmes, elles doivent revenir avec le consentement signé du père. Et quand elles arrivent avec le consentement signé du père, elles aussi elles signent leur consentement. C'est seulement à ces conditions-là qu'on pouvait procéder au dépistage de l'enfant. Sinon, aucun dépistage à l'insu n'a été fait pendant cette étude. Et ça ne se fait même pas en Côte d'Ivoire, je crois. Madame Fassinou, elle pourrait ajouter quelque chose. Sinon, ça ne se fait pas. Je passerai par la Marie. Réalisable, on l'a refait pour une autre étude qui s'appelle Codicène, qui se passe au CEPIAD, et c'est une étude de cohorte sur les usagers de drogue à Dakar. Donc on a refait aussi ce même processus, ce même dispositif avec un film, un questionnaire et des séances d'information collective. L'idée c'est de voir si ça fonctionne réellement et si c'est adapté à d'autres types d'études. Ensuite, pour la question de monsieur... Excusez-moi. Oui, bon. Sur la perception positive de l'information par les enfants, en fait, c'est le retour des enfants eux-mêmes. C'est les séances d'information, les enfants ont parlé d'eux-mêmes. Ça a été un premier indicateur. La compréhension aussi a été un indicateur. Et au final, lors du suivi des enfants,
durant la prise en charge, il y avait souvent, enfin, il y a des échanges avec les soignants et c'est quelque chose qui restait, le documentaire et l'information qui avait été passée. Et ce petit film a vraiment, enfin, eu plutôt une bonne compréhension et je dirais plutôt une bonne perception par les enfants et par les adultes. Alors après, est-ce que c'est perception, ce terme vous pose problème ou définition particulière? Je vais répondre. Bon, je suis pessimiste et paradoxal des choses que je présente. Alors, d'une part, il y a une situation de l'infection pédiatrique qui est nettement meilleure dans d'autres régions du monde. Il y a des pays qui ont déclaré avoir éliminé la transmission mère-enfant ou être en passe de le faire. Cuba, alors en Cuba, il n'y a pas beaucoup de sida, c'est une île, ils ont un système de santé qui fonctionne. Bah oui, ils ont éliminé la transmission mère-enfant. Mais c'était pas le pays le plus dur, on va dire. L'Europe et les États-Unis, c'est réglé. Et donc, on a des situations paradoxales. Et il est clair que l'Afrique de l'Ouest n'est certainement pas la région la meilleure, que ce soit en PTME, d'ailleurs, ou en prise en charge de l'enfant. Hein, le dépistage est moins bien fait que dans d'autres régions, etc. Il y a effectivement des endroits où on a 50% des enfants qui ne sont détectables. Parmi la minorité qui est dépistée, traitée. Ça, c'est vrai. La seule chose, c'est qu'il y a une expérience au Sénégal, à l'hôpital principal de Fann, à l'hôpital des enfants, qui a montré qu'ils partaient d'une situation effroyable en 2010. Ils étaient à 60% d'enfants détectables, hein, c'est ça. Hein. Et en 6 ans, ils ont réussi à inverser la tendance. Et aujourd'hui, dans le même hôpital, le même service de pédiatrie, ils sont à 80% d'enfants indétectables. D'accord? Mais ça a demandé un vrai investissement d'un projet de recherche, Maxen, et de SNACS, d'un opérateur qui n'existe plus, Esther, et d'un certain nombre d'acteurs pour arriver à inverser cette situation. Hein? Donc c'est possible. Mais aujourd'hui, quand on suit un peu ce qui se passe sur le terrain, l'objectif 90-90-90 de l'ONU-SIDA pour les enfants, si c'est considéré comme partout, je n'y crois pas. Ça c'est clair, je ne vais pas y passer 25 ans. C'est des objectifs que se donne l'ONU-SIDA. Bon, ben voilà, ça leur arrive. Hein. La santé pour tous en l'an 2000, on l'a eu aussi. Hein. Bon, donc ça c'est pas mon objectif à moi. Ce que je sais, c'est que le terrain montre qu'il y a des choses améliorables, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il y a des choses qui sont bonnes, parce qu'il y a 15 ans, on avait 0 enfant traité. Hein. Il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais il faut investir dedans et travailler dessus. Pour l'annonce, le processus, les adolescents, je crois que, à mon avis, hein, et il y a peut-être d'autres gens plus qualifiés que moi pour le dire, on n'a pas de solution miracle pour les adolescents. La première étape, c'est l'annonce. Il faut commencer par le commencement, et s'ils ne savent pas ce qu'ils ont, c'est une galère pour procéder à la suite. Pour le reste, j'aurais tendance à penser que chaque équipe a développé un peu ses outils. Alors on est en train d'essayer de réfléchir à des sortes de guides qui seraient un peu génériques et qui permettraient de dire mettez les groupes de parole en place, identifier des pères éducateurs, identifier l'usage d'éthique, comme je disais, pour les villes en particulier où les gamins ont des téléphones assez tôt, faites des groupes de parole sur le traitement, sur l'observance, sur la sexualité, pour préparer la suite, parce qu'il y a des grossesses non voulues, il y a des choses compliquées quand même. Hein. Donc toutes ces choses-là, je pense qu'on n'a pas de solution toute faite, mais que chaque équipe, et j'en ai la preuve dans cette ville, hein, que chaque équipe, que ce soit dans une structure ou une autre, font tout pour améliorer les choses. On manque de moyens, on aurait certainement besoin de plus de psychologues, on aurait certainement besoin de plus de médecins. Hein. Je veux dire, le CEPREF enfant qui est à Yopougon, qui prend en charge 900 enfants, ils sont 2 médecins, hein, parce qu'il y en a un qui est parti, ils sont 2 médecins, et cette structure-là prend autant d'enfants que la moitié de l'Europe occidentale. Hein, où ils ont 500 hôpitaux. Enfin, je veux dire, donc on est dans un truc où on n'a pas de moyens.
Hein, le CEPREF enfant, il y a un médecin qui est parti, il n'a jamais été remplacé depuis l'année dernière. Alors je ne sais pas par qui est soutenu le CEPREF enfant dans tous les programmes qui existent, Aconda, ECPAF, ICAP, tout ça. C'est pas mon problème. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a toujours que 2 médecins pour une file active de 900 gamins. Alors c'est sûr que 900 enfants dans 300 ados, on ne va pas faire de miracle à 2. Hein. Et c'est pareil pour plein d'endroits. Bon, je ne voudrais pas que ce soit le mot de la fin, mais c'est un peu ça. Merci beaucoup à tous. Donc, merci aux orateurs.